Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le suspense encore et toujours au congrès du Parti Socialiste. Qui sera le prochain premier secrétaire du parti? Ségolène Royal en appelle aux militants et prend déjà date pour le vote de jeudi prochain. Martine Aubry tend la main à Bertrand Delanoë. Les discussions se poursuivent en coulisses. Décryptage dans un instant, nous irons à Reims. Le G20 s'engage sur des principes et un plan d'action à Washington, et cela afin de contrer la crise économique mondiale. Les 20 puissances économiques qui devraient se retrouver au mois d'avril prochain pour un nouveau sommet. La crise qui touche le marché de l'immobilier en France, on le savait déjà pour le logement neuf, la baisse des prix se confirme également dans l'ancien. C'est une première depuis 10 ans. Illustration et reportage dans un instant. L'état d'urgence déclaré une nouvelle fois en Californie en raison d'un vaste incendie près de Los Angeles. Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées aujourd'hui. Notre grand format, ce soir, un an presque jour pour jour après la disparition d'un jeune étudiant français à Barcelone. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste. Ses parents lancent un nouvel appel à témoins. Enfin, quand le théâtre devient cinéma, Jean-Michel Ribes a adapté sa pièce, Musée haut, musée bas, pour le grand écran. Une pléiade d'acteurs, du rire, des répliques et le portrait de la foule bigarrée qui peuple les musées. Avec nous ce soir, Josiane Balasco et André Doucelier. Ils nous raconteront cette expérience. Merci d'être avec nous. On savait que cela ne serait pas simple, mais à ce point, peut-être pas. Le congrès du Parti Socialiste, qui rêvait d'unité, n'arrive pas à trouver la clé. Deux lignes se sont confrontées cet après-midi à la tribune. Deux femmes. D'un côté, Ségolène Royal, qui en appelle à la base contre les réticences de l'appareil. De l'autre, Martine Aubry, qui a souhaité raviver l'histoire du parti. Alors, où en est-on ce soir? On va retrouver dans un instant en direct de Reims Gilles Leclerc. Les discussions en coulisses sont en cours, mais avant cela, résumé de la journée. Javi Timbert, Francis Forger. Il faut peut-être parler une langue étrangère pour décrypter ce qui se passe au Parti Socialiste. Les petites discussions entre amis ou ex-amis. J'ai pas été visité par un petit ange qui m'a dit de ne pas être candidat. Les candidats qui persistent et signent. Pour l'instant, les vieux sages n'y retrouvent plus leur cher PS. C'est pas croyable que l'on puisse comme ça avoir tellement de difficultés parce que tout le monde veut être premier secrétaire. Il y a les candidats certains, les peut-être, les pourquoi pas. Premier à s'exprimer, Bertrand Delanoë. Nous sommes au PS, il faut donc traduire. Il propose une alliance à Martine Aubry et Benoît Hamon. Que ceux qui ont l'essentiel en commun, qui n'ont que des nuances, pas des différences, des nuances d'appréciation et le courage aujourd'hui de se rassembler. Deuxième temps fort, Ségolène Royal. Les militants l'ont placée en tête, mais la salle du congrès de Reims n'est pas facile, surtout après son entrée en matière. Il faut nous soigner de toutes ces petites. Ségolène Royal ne finira pas cette phrase. Bronca et certaines têtes affligées. Elle ne se démonte pas et appuie là où ça fait mal. Sur les alliances avec le MoDem, elle propose aux militants de trancher cette question. Sommes-nous donc si faibles, si apeurés, que la seule idée d'une alliance éventuelle, dans 3 ans, nous jette hors de nous-mêmes, alors que certains parmi les plus enflammés la pratiquent déjà chez eux. La pique s'adresse à Martine Aubry qui à Lille a passé une alliance avec le MoDem. En toute camaraderie, Ségolène Royal va quand même la saluer, ainsi que Bertrand Delanoë et François Hollande. Martine Aubry peut être donc la rivale, c'est le 3e acte du congrès. Ségolène a demandé qu'on se respecte. Respectons-nous. Un mot pour Ségolène, mais pas d'alliance. Pour Bertrand, c'est différent. Aucun préalable concernant ce qu'appelle si gracieusement Bertrand le dispositif humain. Mais c'est un beau mot. Mais c'est un beau mot, Bertrand. Alors... On résume, ces deux-là feront peut-être alliance, mais peut-être pas. La nuit du PS portera conseil. Et on va tout de suite à Reims retrouver Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles, les socialistes apparemment aiment le suspense. En tout cas, ils l'entretiennent ce soir. Difficile de prédire l'avenir, même si le vote des militants de jeudi prochain apparaît déjà comme un rendez-vous important. Et alors ce soir, tout va se jouer une fois encore en coulisses, Gilles?
Oui, c'est ça, en coulisses, en tout cas à l'abri des caméras. C'est à ce moment-là et à partir de maintenant que vont se dérouler les fameux travaux de la commission des résolutions qui est censée trouver cette fameuse synthèse. Mais honnêtement, vous l'avez pu le constater, cette unité, ce fameux rassemblement, on ne les sent pas franchement aujourd'hui. Chacun donc a pu s'exprimer, vous avez pu les voir et les entendre, chacun avec son style. Certes, on a parlé un petit peu des problèmes de fond, par exemple de la question des alliances avec le centre, de la question par exemple aussi des alliances, donc, et puis de la gouvernance du Parti socialiste, mais on sent bien que derrière tout ça, il y a évidemment des problèmes et des questions de rivalité, d'ambition, et que cela pèse sur l'essentiel des débats et des questions ici, à tel point que ce soir, certains n'hésitent pas à dire que peut-être le 20 novembre prochain, le jour de l'élection du premier secrétaire, eh bien, il y aura peut-être 3 voire même 4 candidats, et que celui ou celle qui va sortir vainqueur de la compétition, eh bien, peut-être qu'elle n'aura ou qu'il n'aura pas de véritable majorité. Vous voyez que c'est une situation extrêmement compliquée, et certains ici ce soir sont un peu désabusés, même j'ai croisé des militants qui me disent décidément ce congrès de Reims, on espère que ça va changer peut-être cette nuit ou demain, eh bien ce congrès de Reims pour l'instant n'est pas très flatteur pour les socialistes, surtout qu'il n'est pas à la hauteur de l'enjeu et chacun pense ici évidemment au contexte, c'est-à-dire la crise financière et la crise politique. Voilà pour ce congrès, merci Gilles Leclerc. Le deuxième jour de grève des pilotes à Air France et le trafic aérien était encore aujourd'hui fortement perturbé avec de nombreuses annulations de vols. On avait cru ce matin que les discussions avec le gouvernement avait ouvert la porte à une solution, une porte refermée par la base qui a voté à 65% la poursuite du mouvement. Julien Beaumont, Virginie Travers. Un avion qui roule pour plusieurs immobilisés, la grève des pilotes est maintenue. Hier soir, le gouvernement avait modifié l'amendement sur l'âge de la retraite pour les pilotes. Ce nouveau texte proposait un départ possible à 60 ans tout en maintenant un âge limite à 65. Réponse des syndicats, ce changement touche à la forme, pas au fond. Les pilotes ainsi que leurs instances ont renouvelé le préavis de grève, le maintiennent à une très large majorité, sans équivoque. On demande le retrait de l'amendement et l'ouverture de négociations à l'issue du retrait de l'amendement. L'amendement a été déposé sans aucune négociation avec les organisations professionnelles, sans aucune concertation avec les pilotes, sans aucune connaissance de notre métier. Donc pour nous, il n'y a rien de changé. Côté voyageurs, rien de changé non plus. Aujourd'hui en moyenne, 30% de vols annulés pour les longs courriers, 1 vol sur 2 pour la France et l'Europe. Nice et Marseille sont d'ailleurs très touchés par le mouvement. On va vous proposer une solution. Soit vous allez partir sur le vol suivant, on va trouver la solution pour vous. Un départ était prévu aujourd'hui, vol annulé, et au final on perd juste 1 heure puisqu'on a un transit par Lyon. Donc on s'en sort plutôt bien. Cette grève va donc se poursuivre jusqu'à lundi soir comme c'était initialement prévu. Pour tous ceux qui doivent prendre l'avion ce week-end, un numéro vert a été mis en place, le 0800 240 260. Quel avenir pour l'économie de la planète? La question n'est pas simple, mais elle est à l'ordre du jour du sommet du G20 à Washington. Et l'une des solutions évoquées est un plan d'action, un plan de relance de l'économie et des mesures concrètes qui devraient voir le jour d'ici le 31 mars prochain. Sur place, Michael Darmon, Ariel Monange. Au G20, il faut faire la place à des nouvelles puissances. À 8, les chefs d'État avaient leurs habitudes. À 20, c'est plus compliqué, on risque d'en perdre un. L'arrivée tardive de Cristina Kirchner oblige ainsi à une deuxième prise avec la présidente argentine qui remercie ses collègues. Sous les hauts plafonds de l'historique National Building Museum, 20 pays s'engagent à réguler le capitalisme financier et à soutenir l'économie. Le sommet du paradoxe pour le président américain qui ne voulait pas de cette réunion. Partisan d'un capitalisme sans entrave, le voilà obligé de tourner une page et d'inaugurer l'ère du contrôle. À chaque déclaration, il banalise le processus. Je suis ravi que les dirigeants aient réaffirmé les principes qui fondent le libre-échange. L'un des dangers lors d'une crise comme celle-ci, c'est la mise en œuvre de politiques protectionnistes. Autour de la table, Nicolas Sarkozy négocie pied à pied avec Manuel Barroso. À ses côtés, Christine Lagarde, consciente peut-être d'assister à un moment historique, complète son album personnel. Car les 20 chefs d'État se sont mis d'accord sur des principes importants, relance concertée de l'économie et contrôle du système financier. Et à la pause, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown se sont mis d'accord. Le prochain sommet sur la crise financière aura lieu à Londres le 30 avril prochain. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous suivez pour nous ce sommet. Il faut bien sûr reconnaître que le chantier est vaste et tout le monde a semble-t-il conscience qu'il y a urgence économique et urgence politique.
Oui, absolument. Le texte de compromis vient tout juste d'être adopté et dans l'heure qui vient, Nicolas Sarkozy va prendre la parole pour souligner le résultat accompli. Mais le plus dur reste à faire, vous l'avez compris, parce que la crise financière est devenue une crise économique. La récession, le chômage, c'est maintenant, c'est l'urgence et les 20 chefs d'État sont un peu comme des pompiers qui ont deux missions en même temps. La première, c'est évidemment d'éteindre l'incendie. Alors ça consiste en un plan de relance dans chaque pays à injecter de l'argent public pour faire redémarrer la machine. Et en même temps, une deuxième mission, les leaders du G20 ont un autre chantier, la régulation, le contrôle. Pour reprendre notre comparaison, nos pompiers vont devoir vérifier tous les circuits pour qu'un nouvel incendie ne puisse pas se reproduire. Mieux, chaque chambre de la finance mondiale doit être accessible désormais aux contrôleurs. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça revient à installer de nouveaux systèmes d'alarme, en quelque sorte des détecteurs de fumée. C'est un chantier immense. Ça va prendre plusieurs mois. Certains, comme les Américains, vont le faire avec un peu moins d'allant que d'autres. Mais tous, aujourd'hui, en ont accepté le principe. Merci Jean-Paul. Et à noter que le président américain élu Barack Obama a clairement fait de l'économie américaine sa priorité. Il l'a une nouvelle fois rappelé aujourd'hui via Internet. En marge de ce sommet, il réclame du Congrès une avance de fonds dans le cadre d'un nouveau plan de sauvetage de l'économie de son pays. En France, on le sait, la crise touche de nombreux secteurs. On a déjà beaucoup parlé de l'automobile. Faisons ce soir un point sur l'immobilier. Les transactions sont à la baisse. Les agents, les notaires le constatent tous les jours. Un chiffre symbolique. Pour la première fois depuis 10 ans, les prix de l'ancien sur un an chutent sur l'ensemble du pays. Illustration avec ce reportage à Montpellier d'Hélène Vergne et de Johan Nertomba. Ici, c'est le salon avec la cheminée qui fonctionne. Un appartement dit de caractère au cœur du centre historique de Montpellier. Immeuble 18e, intérieur entièrement rénové. Il y a encore un an, ce bien se serait arraché. Aujourd'hui, à 340 000 €, il est en vente depuis 4 mois. C'est beaucoup plus difficile, les acquéreurs sont hésitants, ils attendent de voir comment le marché va évoluer. Et puis, un autre problème, on a des difficultés pour obtenir les prêts. Les gens réfléchissent pas 2 fois, mais même 4 fois avant d'acheter. Et en même temps, je crois que ça c'est un appartement de coup de cœur. À Montpellier, après cette année de progression, les prix dans l'ancien baissent et les ventes reculent. La FNAIM prévoit 25% de transactions en moins sur un an. En première ligne, les notaires, confrontés à la frilosité des banques. Nous voyons des compromis qui sont résiliés parce que les banques refusent de faire le prêt ou parce que également nous avons de plus en plus de gens qui attendent. Ils attendent une baisse des prix significative qui se fait déjà ressentir. On se situe entre 10 et 15%, c'est sûr. Sur le haut de gamme en particulier, il y a des corrections qui sont très nettes. Même si sur ces derniers 2 mois, on voit effectivement un nouveau comportement client-acheteur considérant la valeur pierre comme valeur de refuge, au même titre que le lingot d'or. Une crise qui, pour certains professionnels, va permettre d'assainir le marché. Moins d'agences immobilières peu scrupuleuses et moins de biens surestimés. Dans l'actualité de ce samedi, un homme de 51 ans a été écroué à Marseille, et cela après la disparition de 3 prostituées. C'est une 4e jeune femme qui, après avoir été agressée, a pu s'enfuir avant de faire part de son témoignage aux enquêteurs. L'affaire est considérée comme très sensible par les policiers marseillais. Sur place ce soir, le reportage de Stéphane Despinois et Christophe Larocca. Le violeur a rencontré sa victime et peut-être ses victimes ici, sur les grands boulevards circulaires de Marseille. 3 filles qui vendaient leur charme ont ainsi disparu entre début octobre et début novembre. C'est une 4e prostituée, une jeune Marocaine, qui a donné l'alerte. Elle-même avait été abordée par cet homme de 51 ans. Elle l'a suivi chez lui avant d'être frappée et ligotée. Elle a expliqué il y a quelques jours qu'elle avait rencontré un client qui l'avait emmené dans un appartement la nuit et qui pendant plusieurs heures l'a séquestrée et s'est livré à des sévices sexuels sur elle en étant extrêmement violent, extrêmement menaçant. Et c'est un des éléments importants qui a permis l'arrestation de cet individu. En se pliant à tous ses caprices, elle réussira à sauver sa peau. C'est ici, dans le quartier de Saint-Mitre, que le viol et la séquestration ont eu lieu. En emmenant les policiers sur place, la jeune femme s'évanouit. Dans l'appartement, les enquêteurs retrouvent un objet et une trace ADN prouvant que 2 des prostituées disparues y ont séjourné. De quoi alimenter les soupçons sur l'homme incarcéré hier soir au Baumettes. Il a le profil effectivement d'un violeur et d'un personnage violent. Pervers et donc très inquiétant. Il a pu tuer, oui, tout à fait.
Le suspect a déjà purgé une peine de 20 ans de prison pour vol avec arme et séquestration avec torture. Il a été libéré en 2005. À présent, la priorité des enquêteurs de la police judiciaire marseillaise est d'éclaircir le mystère de la disparition des 3 prostituées. Des fouilles pourraient même être entreprises dans les prochaines heures. Des images maintenant d'un incendie qui a provoqué une explosion cette nuit dans un immeuble à Dunkerque. Bilan 14 blessés, dont 2 graves. Et selon les premiers éléments de l'enquête, cette explosion serait due au gaz. Autre actualité, celle qui concerne les suspects dans l'affaire des sabotages à la SNCF. Ils ont tous été cet après-midi entendus par un juge d'instruction et mis en examen. On parle d'un noyau dur et le leader présumé de cette cellule qualifiée d'ultra-gauche a eu, il faut le reconnaître, un parcours assez étonnant. C'est ce que nous racontent Audrey Goutard et Stéphane Guimau. Voici Julien Coupat, l'homme de 34 ans considéré par les enquêteurs comme le leader du commando invisible. Les policiers l'affirment, il était sur les voies ferrées au moment des sabotages des TGV et en serait l'un des principaux auteurs. 5 sabotages commis fin octobre et début novembre. Étrange parcours que celui de ce jeune homme, fils d'un médecin et d'une cadre sup, élevé dans ce beau domaine de la région parisienne. C'est ici que Julien Coupat passe son adolescence avant de se lancer dans de longues études. Il est entre autres diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce. Ses compagnons présentent le même profil, comme le confirme l'avocate d'un couple mis en examen mais laissé en liberté. L'un est étudiant en sociologie, en licence, et puis l'autre est en master première année d'anglais. Et c'est des jeunes qui ont une vie tout à fait intégrée socialement. Ils ne sont pas en marge de la société. Un engagement qui, selon l'enquête, aurait incité le commando à changer de vie, en s'installant à Tarnac, paisible village de Corrèze. Là-bas, depuis les arrestations, on défend mordicus ces militants venus de la ville. Même soutien cet après-midi des parents de Julien Coupat et de sa compagne devant le palais de justice. Nous, jusqu'à la fin, nous respecterons les lois de la République et nous nous taisons. La garde à vue, c'est quand même l'isolement. Donc ça veut dire que, normalement, c'est l'isolement sensoriel. C'est 4 jours tout seul, après avoir eu les pistolets, les masques, c'est incroyable, je veux dire. Bardas, pourquoi ils ont eu besoin de venir comme ça avec cette violence? Sur les 9 suspects présentés ce soir au juge d'instruction, 5 d'entre eux pourraient dormir en prison. Mis en examen pour association de malfaiteurs et dégradation de biens, ils encourent jusqu'à 20 ans de prison. Voilà à suivre dans un instant dans votre journal notre grand format. 1 an presque jour pour jour après la disparition d'un jeune étudiant français à Barcelone, ses parents lancent un nouvel appel à témoins. Où en est-on de cette affaire? À la veille du choc entre les 2 clubs de football de Rome, vous découvrez les menaces qui pèsent sur le président de la Lazio, menacé de mort par des tifosi. Enfin, du cinéma, Museo Museba. C'est une comédie française satirique signée Jean-Michel Ribes avec entre autres Josiane Balasco et André Dussolier. Ils sont nos invités tout à l'heure. Mais avant cela, le feu avance sur les collines de Los Angeles. Plusieurs milliers d'habitants ont dû quitter leur domicile. Les flammes qui près de Santa Barbara ont déjà détruit plus d'une centaine d'habitations. Jérôme Bermin. Dans ce coin de Californie, la villa se négocie en moyenne 3 millions de dollars. Mais face à des flammes hautes de plusieurs dizaines de mètres, les dollars ne comptent plus. Poussé par des vents de 100 km/h, le feu dévale ces collines qui servent de refuge à de nombreuses célébrités. Parmi elles, Christopher Lloyd, le savant fou de Retour vers le futur, a vu sa demeure réduite en cendres. Vedettes ou non, des milliers de personnes ont dû fuir, d'autres ont eu plus de mal à s'y résoudre. Au matin, on dénombre plus d'une centaine de maisons de grand luxe ravagées. Quand j'ai ouvert ma porte hier soir, il y avait ce torrent de feu qui fonçait vers nous. J'ai jamais vu un truc pareil. Et c'est maintenant un autre incendie qui est signalé plus au sud, près de Los Angeles. Quartier moins huppé, mais beaucoup plus peuplé. 10 000 personnes ont dû être évacuées, tout comme un hôpital. L'État de Californie est en alerte rouge, le temps reste très sec, les vents pourraient s'intensifier. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, en République démocratique du Congo, ces images de l'aide humanitaire de la Croix-Rouge qui arrive sur place dans la région du Nord Kivu. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir les affrontements entre factions rivales. Demain soir, nous vous proposerons un reportage de nos équipes sur place. En Irak, 2 attentats aujourd'hui à la voiture piégée, attentats à Bagdad et à Tal Afar dans le nord du pays. Attentats qui ont fait au moins 10 morts et une soixantaine de blessés.
Le grand format maintenant avec une affaire dont nous vous avions parlé à plusieurs reprises. Il y a 1 an à Barcelone, c'est un jeune étudiant français qui est porté disparu. Il s'appelle Romain Lanuzel et depuis ses parents sont toujours sans nouvelles de lui. Pas de piste et aucun indice auquel se raccrocher pour ses proches, Samassoula et Mathias Second. ¿Usted le conoce? C'est un étudiant Erasmus. Il a disparu il y a 1 an. Pour retrouver son fils, elle s'est mise à l'espagnol. Si je vois quelque chose, j'appelle le numéro. Romain Lanuzel s'est volatilisé ici, à Barcelone. Ses parents recommencent leurs recherches sur cette place de Catalogne, là où il a donné son dernier signe de vie il y a exactement 1 an. Un coup de fil passé à 19h30 à ses colocataires. Depuis, plus rien. Ce visage ne peut pas être inconnu de tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui l'a vu le dernier jour de sa disparition. On ne peut pas se volatiliser comme ça. Rien n'aboutit, quoi. C'est le vide absolu. Il n'y a même pas une miette d'éléments pour dire qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. C'est incroyable. Après 1 an de recherche, la police catalane aidée par les gendarmes français est totalement désemparée. Pas un indice, aucune piste. L'alerte sur la disparition de Romain Lanuzel n'a été donnée que 5 jours après, une éternité dans une telle affaire. La police espagnole a fait un travail absolument remarquable. Elle a cherché dans l'entourage, au-delà même, toutes sortes de pistes en lien avec la gendarmerie française. Aucune piste, strictement rien. Devant la presse, le chef de la police catalane reconnaît l'échec. Un tel cas, dit-il, est très rare. Toutes les pistes, et elles ne sont pas nombreuses, ont été exploitées à fond. Je ne suis pas capable aujourd'hui, face à vous, d'apporter des réponses aux parents. Je ne dis pas que c'est fini. L'enquête reste ouverte et toutes les pistes restent exploitées. Dans un ultime espoir de relancer l'enquête, les parents du jeune disparu lancent un appel à témoins. Pour que quelqu'un parle, quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait quelque chose, qui communique avec la police, pour donner les informations. Si una persona le ve, por favor, llámeme. Si quelqu'un l'a vu, appelez-moi. L'étudiant breton âgé de 20 ans venait de s'installer à Barcelone pour une année d'études universitaires. Pour la 3e fois depuis 1 an, Mireille Lanuzel parcourt tous les lieux fréquentés par son fils. L'université où il a fait un devoir d'anglais le matin même de sa disparition. J'ai l'impression d'être avec lui et de l'aider. Et de l'aider pour le retrouver rapidement. Parce que je vis très très mal sa disparition depuis 1 an, c'est beaucoup trop long. Et j'ai l'impression de le chercher vraiment, surtout en étant sur place. Désespérément, la mère interpelle amis, professeurs, qui décrivent tous Romain comme un garçon heureux et équilibré. Personne ne croit à la disparition volontaire. Passage douloureux, la cafétéria où chaque jeune ressemble à son fils. L'affaire choque les étudiants, mais ici non plus, personne ne comprend. Mauvaise rencontre, accident, séquestration. 1 an après, tous veulent savoir. Il est extrêmement rare qu'une enquête sur la disparition d'un majeur se poursuive au-delà d'1 an, mais les enquêteurs refusent de classer le dossier Romain Lanuzel sans y avoir apporté la moindre réponse. Avant d'ouvrir la page sport, nous allons prendre la direction de l'Italie. Demain, à Rome, se déroulera le choc entre les 2 clubs rivaux de la capitale. Match de football classé à haut risque, mais un homme bénéficiera d'une protection encore plus particulière. C'est le président de la Lazio, un homme menacé par une partie des supporters ultras de son club. La raison, celui-ci s'est attaqué tout simplement à leurs privilèges. Enquête signée Philippe Vissarias et Karine Guillaume. Aujourd'hui, dans les travées du virage nord, les scènes de joie ont remplacé les scènes de violence. Sur le terrain, les joueurs de la Lazio de Rome viennent de gagner 3-0. Dans les coulisses, on se presse pour féliciter Claudio Lotito, le président du club, l'homme providentiel, l'entrepreneur qui a sauvé la Lazio de la ruine et l'a ramené au sommet. Merci à lui, tiens, un bisou. Mais derrière cette euphorie apparente, une autre réalité. Quelques heures plus tôt, Claudio Lotito arrive dans les sous-sols du stade olympique, entouré de ses gardes du corps, des policiers qui le protègent jour et nuit, car le président de la Lazio de Rome est menacé de mort par certains supporters du club.
Je mène une bataille pour changer les choses dans le club, pour qu'on se sente plus en sécurité, pour que la légalité l'emporte. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a encore quelques années, le principal club de supporters de la Lazio était noyauté par l'extrême droite. Des croix nazies, des banderoles antisémites et des tifosi qui avaient acquis un pouvoir économique énorme à travers la gestion des abonnements et des produits dérivés du club. Claudio Lotito leur a ôté tous ses privilèges. Quand je suis arrivé, j'ai vu que le club était l'otage de ces gens. Alors j'ai pris la responsabilité d'entreprendre ce combat difficile. Et en réponse, ils sont allés jusqu'à menacer ma famille. Le bras de fer a duré des mois. Au stade, les supporters venaient le défier à quelques mètres de la tribune d'honneur. Sur les banderoles, on pouvait lire « Lotito va-t'en ». Depuis, les auteurs présumés des menaces ont été arrêtés, le calme est revenu, mais les tifosi restent divisés. Il a fait emprisonner les leaders de notre groupe alors qu'ils sont innocents. Lolito, c'est un mec infâme, une balance. Moi je trouve qu'il a bien fait. Les criminels et la politique n'ont rien à faire dans les stades. Ses détracteurs rappellent qu'il fut mis en cause il y a 2 ans dans le scandale des matchs truqués avant d'être finalement blanchi et qu'il ne serait pas le monsieur propre du football italien. Mais Claudio Lotito aurait eu le mérite de combattre des supporters que personne n'avait osé affronter avant lui. Le sport maintenant, le vrai, avec les résultats de ce samedi. Et le tennis, Gilles Simon a dû rendre les armes face au Serbe Djokovic en demi-finale du Masters de Shanghai, du rugby également, et la natation avec Laure Manodou qui retrouve les bassins. Grégory Naboulé. Au rugby, on appelle cela une cravate. Pourtant, le geste n'a rien d'élégant, surtout lorsqu'il est commis par un joueur des îles Pacifiques de 102 kg, lancé à pleine vitesse. Jean-Baptiste Elissalde, KO sur le coup, s'en tire finalement avec une grosse frayeur. Nalaga, joueur pas si pacifique que ça, laisse ses partenaires à 14 contre 15, ce qui libère des espaces aux Français. Résultat, 42-17 avec 5 essais des Bleus. Maxime Médard, auteur de son premier essai en sélection, clôt le festival. Prochain adversaire, l'Australie, vainqueur cet après-midi en Angleterre. Au Masters de Shanghai, l'aventure de Gilles Simon a pris fin en demi-finale. Opposé au numéro 3 mondial, le Serbe Novak Djokovic, le Français invité de dernière minute joue sans complexe et remporte même le premier set. Mais Djokovic s'impose finalement à l'expérience en 3-7 après 3 heures de combat. Demain en finale, il rencontrera le Russe Davydenko. Gilles Simon se hisse au 7e rang mondial. 3 mois après son échec olympique, Laure Manodou revient sur le devant de la scène médiatique. Mais à l'écouter, il ne faut pas attendre beaucoup de son retour à la compétition ce week-end à Saint-Dizier. Au bout d'un mois, j'arriverai pas à faire des temps énormes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, je me sens un petit peu agressée en fait, donc c'est pour ça que je suis pas très agréable au bord du bassin. Alain Bernard a repris la compétition comme il avait laissé. Une victoire sur 100 mètres nage libre et un nouveau record de France en petit bassin. Le champion olympique a visiblement moins d'état d'âme que Laure Manodou. La page cinéma, vous connaissez peut-être la pièce Musée au Musée Bas qui a connu un grand succès au théâtre. Eh bien, Jean-Michel Ribes vous propose dès mercredi de découvrir son adaptation au cinéma. Il a réussi à réunir une foule de comédiens, Pierre Arditi, Michel Blanc, Daniel Prévost, Muriel Robin, Fabrice Lucchini. Et avec nous, ce soir, Josiane Balasco et André Dusselier. Mais avant de les retrouver, le film vu par Marie-Hélène Bonneau et Frédéric Capon. Vous pouvez vous asseoir dans n'importe quel tableau impressionniste, on est chez nous, on est en France. Vous êtes amateur de musée dans la vie? Je réfléchis. Et leurs enfants? Des cons. Non, je ne suis pas visiteuse de musée. Les enfants des impressionnistes, c'était des cons? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les musées dans la rue, quoi. C'est les sociales dehors. Pour le réalisateur Jean-Michel Ribes, c'est le social dedans, dans le musée. Pas facile de raconter le film. On y croise toutes sortes de visiteurs, mais on s'y attache plus qu'aux œuvres d'art. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez. Finalement, je me suis aperçu que les vrais chefs-d'œuvre, c'était les gens qui regardaient les chefs-d'œuvre. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'ils sont les uns drôlatiques, les uns pas cultivés, les autres snobs. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que j'inaugure? Les nains de jardin? Oui. Vous trouvez pas un peu con tous ces petits gnomes barbus dans un musée national? Vous n'irez plus au musée de la même façon? Si, j'y vais de la même façon, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine... d'avoir un petit rire dans l'œil quand je vois certaines choses se passer. Vassili Kandinsky est exposé. Ce film n'est surtout pas réservé aux seuls amateurs de musée. C'est d'abord une comédie satirique.
Si vous voulez. Un peu, je veux. Surtout ne pas se dire, ah bah oui, mais alors si c'est les musées, moi j'y mets pas les pieds. Rassurez-vous, moi non plus je n'y mets pas les pieds. Ça donne peut-être envie d'y aller, ou pas, c'est pas le propos. Tu m'as dit toi-même que Père Dely était un artiste majeur. Écoute, Thérèse, tu es mon épouse, tu es la mère de Lily, de Kevin et de Maxime, alors si... À Jean-Michel Ribes, on doit les séries Palace ou Merci Bernard. On retrouve ici son écriture. Lucien, il n'est pas de moi. J'ai une espèce de fidélité avec Jean-Michel Ribes quand même, parce que la première fois que j'ai travaillé avec lui, c'était il y a 20 ans dans Palace. Et je trouve que 20 ans après, il est toujours aussi fou, aussi déconnant, aussi poétique, et il a toujours aussi peu l'esprit de sérieux, donc ça me va bien. C'est moi qui t'ai terrorisé, dévoré, adoré, et depuis ta naissance, j'aurais pu manger ton caca, ton pipi. Une comédie loufoque, à l'humour grinçant. C'est à cause de moi que t'es devenue une tante. Un film qui raconte un musée imaginaire où l'on croise toutes sortes de gens, comme dans la vie. Bonsoir Josiane Balasco, merci d'être avec nous. Bonsoir André Dusselier. On a l'impression que Jean-Michel Ribes a réuni la moitié du cinéma français au musée, c'est un peu ça? Ah oui, il a réuni beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens. À la fois des gens du théâtre, des gens qui ont joué créé la pièce, oui. et aussi des acteurs qui n'avaient pas joué dans la pièce. Bon, vous avez tous travaillé gratuitement quoi, presque, avec autant de monde? Non, pas gratuitement, mais enfin, on n'a pas non plus demandé... Voilà. Alors on rit beaucoup dans ce film, effectivement, on fait de petites scènes, on reconnaît effectivement l'esprit de Palace de Jean-Michel Ribes. C'est toujours difficile d'adapter une pièce qui a été un succès au cinéma, vous qui connaissez bien le théâtre. Toi, tu as fait dans les pièces, des adaptations de pièces. Oui. Non, là il a fait vraiment un film à part entière. J'avais pas vu la pièce, moi, personnellement, mais je la connaissais. Bon, la pièce, il y avait beaucoup de décors qui succédaient comme ça. Là, il se donne libre cours à son imagination. Il y a beaucoup d'étages dans un musée, il y a beaucoup de monde. Et c'est une galerie de portraits entre les visiteurs, évidemment, de toutes sortes. Donc, il y a vraiment une vie et un espace qui est utilisé complètement. Et une critique du snobisme inhérent à la culture, c'est ça un peu? Qui a dit un tableau de musée est la chose qui entend le plus de conneries au monde. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est vrai que, oh non, je pense qu'il s'amuse à montrer des gens, effectivement. Il y a notamment des scènes où sont exposées, il y a des installations. Alors, les installations, ça peut être n'importe quoi. Donc il y a une installation, c'est un artiste qui fait surtout des photographies de sexe masculin en gros plan. Ah oui, alors d'ailleurs... Tout le monde s'extasie là-dessus. Donc il y a vraiment... C'était très, il y a drôle. Quelqu'un qui s'extasie là-dessus, c'est le ministre de la Culture que vous jouez. C'est pas facile d'être ministre de la Culture et d'être face à une exposition pareille, parce qu'évidemment, on surveille son avis. Il n'y a rien de plus difficile en art que de donner un avis définitif. Donc l'avis de ministre de la Culture est difficile, j'ai pu le mesurer. Vous avez rencontré Jack Lang pour prendre un petit peu d'inspiration? Pas vraiment, mais on a l'impression. Il y a le costume, et il y a quelques petits gestes qui me sont venus, en effet, sans vouloir l'imiter d'ailleurs. Mais enfin, non, je pense que c'est un portrait type de tous les ministres de la Culture qui sont confrontés, voilà, une synthèse, confrontés à l'inauguration de l'abbaye de Moulomont ou bien la décoration d'une animatrice télé. Enfin, voilà. Moi, mon personnage n'est pas là pour voir des toiles, ni des œuvres d'art, il est là pour harceler son fils. Vous portez très bien le tailleur Chanel. Un tailleur Chanel, voilà. Elle est une dame assez chic qui harcèle son fils, qui, le malheureux, va finir par commettre un geste irréparable. Mais tout ça deviendra de l'art. Voilà. Je finirai en pièce de musée. Et c'est burlesque, toujours. C'est très drôle. Et en plus, c'est un film qui ne s'apparente à rien. Je veux dire, c'est totalement original. C'est pas, on peut pas dire, tiens, c'est tel style. C'est quelque chose, moi, que j'avais jamais vu avant, quand j'ai vu le film, et c'est formidable. Alors, cela fait du bien de rire en ce moment. Allez-y, André Dusselier. Non, c'est assez proche de ce qu'on peut entendre aussi dans les musées. Hein. C'est assez cocasse. Il l'avait déjà fait avec Bref de comptoir dans les cafés. Bon, et là, c'est un peu la même chose, et c'est réjouissant de personnage en personnage. Alors, je le disais, ça fait du bien de rire un peu en ce moment. On parle également dans ce film des 35 heures du chômage, et des thèmes en tout cas de société. Je résiste pas à l'idée de vous poser, Josiane Balasco, une question. Martine Aubry, dans la Tribune, disait il y a quelques jours: j'espère que nous sortirons du congrès de Reims avec une ligne forte et que Josiane Balasco ne pourra plus dire où sont les socialistes. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Alors, votre bilan ce soir. Alors, qu'est-ce que je réponds? Où est le programme? Je crois que je pose la question que tout le monde se pose, c'est qu'on voit très bien où sont leurs problèmes, mais on voit pas trop où est leur programme. Donc, bilan pour le moment négatif ce soir? Ah ben je sais pas, c'est un peu un feuilleton, voilà. Un feuilleton qu'on va suivre encore demain. André Dusselier, je vous donne pas votre avis, le ministre de la Culture, il s'exprime pas sur ce genre de sujet. Voilà, c'est pas mon domaine. C'est pas votre domaine. Moi je peux me permettre, je suis pas du tout dans ces histoires-là. Un mot en revanche de Crime, le Crime est votre affaire avec Catherine Fro, un vrai succès, à plus d'1 million d'entrées je crois. Oui, ça fonctionne bien. C'était déjà la deuxième fois après Mon petit homme a dit qu'on se retrouvait avec Pascal Thomas, et donc c'est aussi un plaisir ludique là, à travers une œuvre d'Agatha Christie, mais qui est surtout la fantaisie de Pascal Thomas aussi. Moi j'ai pas vu le film, mais est-ce que tu portes quelque chose sous ton kilt?
On m'a dit que les Écossais étaient très courageux, même à Chamonix, par Monopin, ils ne portent rien. Toujours rien. Bon, en tout cas, voilà 2 belles histoires à voir au cinéma. Il faut aller au cinéma Muséo, Musée Bas, c'est à voir à partir de mercredi. Merci à tous les deux. Allez, on reste dans cette atmosphère autant que là. Vous pouvez rester avec nous, un peu burlesque, avec la découverte d'un lieu dans lequel nous passons apparemment 3 ans de notre vie. Je veux parler des toilettes, une pièce de la maison propice à l'inspiration qui est gagnée par la folie de la décoration. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Nicolas Le Marinier et Jean-Marie Lecartier. Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, il fallait au moins cela pour vendre des toilettes chic et design. Ici, c'est en même temps des WC publics et un espace de vente où sont présentées les dernières tendances en matière de cuvettes. Une cuvette qui a été designée par Alessi, qui est une cuvette en forme d'œuf. Un autre type de cuvette qui est toujours à abattant ralenti. Alors ici, tout est à vendre. De la cuvette à 600 € au nain balai brosse chromé à 46 €, tout est possible pour embellir le petit coin. La boutique est en train de faire son trou. Les gens, ils ont déjà décoré le salon, ils ont déjà décoré la salle de bain, ils ont mis beaucoup d'argent là. Et il y a une dernière pièce où justement ils peuvent peut-être se faire plaisir pour Noël, pour faire des cadeaux, etc. Et c'est dans cette petite pièce-là. Les toilettes deviennent plus belles, plus hygiéniques aussi. Après avoir beaucoup fait rire, les WC japonais trônent désormais dans ce magasin parisien. En appuyant sur le bouton, vous avez un petit jet qui sort, qui vous nettoie votre postérieur et le séchage. Sans le papier toilette, c'est beaucoup plus hygiénique et écologique. Un traitement antibactérien, un abattant qui se lève tout seul pour éviter de se salir les mains. Prix minimum 700 €. Le magasin en vend en moyenne 1 par jour. De plus en plus de Français bichonnent les WC dont on avait un peu sous-estimé le rôle. C'est quand même un endroit d'intimité. Donc on peut cacher même des émotions. Vous avez des gens qui vont pleurer aux toilettes, qui vont fumer dans les toilettes. C'est quand même très personnel. Donc ça, je pense que c'est important aussi de garder un côté secret et intime. Soigner le décor de ces toilettes, ce n'est plus une activité honteuse, encore moins quand on sait qu'on y passe en moyenne 3 ans de notre vie. Voilà, secret intime, 3 ans, pas de commentaires. Ben, ça fait long. Ça fait long quand même. Hein. Pensez à une pièce, c'était qui? Des journées entières dans les arbres. Oui, je ne sais plus, enfin en tout cas. Mais ça peut rentrer au musée. Voilà. Et là, ça fait des années entières dans les chiottes. chiottes, donc c'est aussi un autre titre intéressant. Bon, bah merci en tout cas tous les deux. On suivra votre film. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une de ces informations, celle du jour, c'est le suspense qui passionne Josiane Balasco au Parti Socialiste. La nuit risque d'être longue à Reims. Discussion, tractation. Ségolène Royal et Benoît Hamon sont pour le moment les 2 seuls candidats déclarés au poste de premier secrétaire. Martine Aubry s'interroge encore. Affaire à suivre demain. Voilà pour l'information de ce samedi. Tout de suite la météo. Nathalie Riouet, 20h50. Le plus grand cabaret du monde s'est présenté par Patrick Sébastien. Je vous retrouve demain dès 13h pour l'information et pour 13h15 le dimanche. Grand direct et en duplex du Congrès de Reims, les leaders du Parti Socialiste. Merci de votre attention et très bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.